Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. Comme d'habitude, on se retrouve avec le Fear and Greed, actuellement avec dans l'extreme peur, le social index toujours bloqué à fond sur Up et le marketeur d'Orflow actuellement dans le neutral. Comme tous les dimanches hier, nous avons tiré au sort les gagnants de la semaine qui sont Nofomo, Fredouille, Monsieur Rabbit, Totum, Eric D, Millésime 2 fois, Amaury, Extrême, Jean-Philippe Rossi et Bitcoin qui gagne aussi 2 fois. Si toi aussi tu veux participer aux tirages au sort qui ont lieu tous les dimanches sur Twitch, n'oublie pas de laisser un commentaire sous les Zap Crypto. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. On commence sur la totale 1 en mensuel, donc on commence à voir ce bas de RSI qui commence à remonter légèrement, exactement comme on l'avait eu début 2019, donc ça c'est un potentiel signal que la baisse est terminée et qu'on va pouvoir commencer à refaire une construction graphique légèrement plus haute que ce qu'on a actuellement. Au niveau du prix, après on va zoomer en se mettant en hebdomadaire, mais pour le moment, donc sur le mois de juillet, on a bien tapé le niveau support, on est en train de remonter, on a une bougie verte. Bien sûr, on n'a pas récupéré 100% de la baisse du mois précédent, mais pour l'instant, c'est plutôt encourageant. Après 3 bougies rouges consécutives, on commence enfin à sortir la tête de l'eau avec une bougie verte. En hebdomadaire, pour l'instant, le scénario que j'avais envisagé, il tient à 100%, donc on aurait eu notre bottom il y a quelques semaines, on a tapé le support à 830 milliards, on a méché légèrement en dessous, ça tout le monde connaît. Au niveau du RSI, on est passé légèrement sous la zone des 30, donc pour moi ça c'est un gros signe de bottom, et pour le moment on est légèrement en train de repasser au-dessus. Donc les acheteurs commencent à reprendre la main, on n'est plus dans la zone de survente, et historiquement, une fois qu'on est passé sous la zone des 30 et qu'on en ressort, on ne revient pas plonger dedans. Donc pour moi, pour l'instant, j'ai tous les signaux qui vont venir me confirmer ce que je pensais depuis un moment, c'est qu'on a bien touché le bottom, et qu'on est en train de repartir légèrement à la hausse. Aujourd'hui, après une semaine incroyablement bullish, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours à la hausse, et on débute cette semaine avec ce 6e jour et une clôture weekly magnifique qui a décidé non seulement de clôturer ici en haut du range, mais de commencer lundi avec direction haussière. Bon, il est un petit peu tôt pour dire ouais c'est bon, on sort du range, etc. Le breakout est assuré, mais on pourrait voir dans Ethereum un leader éventuellement sur ce move et globalement la prise de température de ce que le marché est censé nous faire pour les jours et avec un peu de chance semaines voire mois à venir. Le mensuel, toujours bien de prendre un petit peu de recul et de voir les niveaux clés sur des unités de temps long terme. Donc là, nous sommes bien évidemment toujours posés sur les 20 000 $, ce niveau qui est clé. Ici, ça servait de résistance, c'était l'ATH de 2017. Et pour le coup, là, on peut enfin affirmer que ce niveau sert bien de support, puisque jusqu'à preuve du contraire, là, c'était résistance, mais jamais ça avait servi de support. Donc, on ne pouvait pas être sûr et certain, même si souvent les résistances deviennent support et inversement, on ne pouvait pas en être sûr. Mais là, on en est sûr, regardez notamment la clôture de juin qui s'est faite pile sur l'ATH de 2017. Et là, pour l'instant, on a bien une réaction haussière qui se met en place. Donc oui, il y a des acheteurs au niveau des 20 000 $. Maintenant, jusqu'où ils vont pouvoir pousser le cours, on va essayer de le voir dans les prochains jours et prochaines semaines. Mais maintenant, attention, on va se méfier évidemment des résistances qui peuvent se retrouver au-dessus de nos têtes, parce que pour le coup, jusqu'à preuve du contraire, là, ça n'est qu'un rebond technique. On ne peut pas parler de tendance haussière. Il va falloir dessiner des structures. Donc le fameux W, ça c'est la plus connue, qui pourra bien évidemment servir de structure haussière. Mais vous voyez, il faut du temps sur le mensuel. Si vous prenez par exemple ici, il faut plusieurs mois à chaque fois pour venir faire des W mensuels. Donc voilà, on n'en est pas encore là. La chose que je peux vous dire en termes de résistance et les niveaux intéressants à regarder, c'est ici, je dirais. Vous voyez ici, on s'est servi de support de l'EMA 50, on l'a perdu ici en juin. Maintenant, attention à ce qu'on ne se retrouve pas à buter sous cet EMA 50, parce que là, ça pourrait être, je ne vais pas dire dramatique, mais voilà, ça pourrait poursuivre la baisse du Bitcoin beaucoup plus bas, et notamment sur le niveau des 13 800 $ et 10 500 $ qui sont les prochains niveaux de support intéressants que je vous ai noté donc sur ce graphique. Maintenant au niveau de l'order flow rapidement, comme je vous ai montré, ratio short qui continue de monter, supérieur au ratio long, que ce soit sur Binance et sur Bybit, donc les gens qui continuent de shorter le haut du range, les open interest qui montent et fortement, ce qui veut dire qu'il y a et des longues et des shorts bien évidemment, mais pour l'instant qui est coincé, c'est les shorts, ici. Si on commence à aller sous la box violette, c'est les acheteurs qui deviennent coincés, et là il faudra remettre en cause le fait qu'on puisse avoir le breakout haussier, que ce soit vraiment bullish, donc ça il faudra vraiment faire attention à ça. Alors le Bitcoin,
Le Bitcoin est en train de remonter, comme vous pouvez le voir. Donc là, je l'ai mis en hebdomadaire sciemment pour vous montrer qu'il y a un niveau ici, à 22 900, qui pourrait éventuellement bloquer les prix. Je dis bien éventuellement, ce n'est pas une certitude. Comme toujours en analyse technique, il y a des idées. Ce ne sont pas des certitudes, ce sont des probabilités. Mais vous voyez donc ce niveau-là qui correspond à ce petit bout-là. Alors c'est un petit bout, mais ça peut fonctionner. Vous voyez qu'on est presque allé le chercher avec la mèche ici. Donc il va falloir surveiller le niveau des 22 900. Si c'est cassé, à ce moment-là, ça serait l'Akijun hebdomadaire à 24 950 qui serait dans les tuyaux. Alors en plus court terme, voilà ce qu'on a en plus court terme. Alors la situation court terme, et on va le voir sur à peu près toutes les cryptos, est un petit peu délicate parce que comme j'avais déjà spécifié une première fois, on a des nuages. Voilà, vous le voyez ici, c'est pas un scoop. Il y a des nuages. Alors il n'est pas trop épais, on pourrait le passer en diagonale, donc voilà, jusqu'à la fin juillet. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin juillet, on pourrait passer en diagonale, mais il y a des nuages et pour certaines, ça peut bloquer. Il y en a déjà d'ailleurs qui ont été bloqués dans leur tentative haussière hier, avant-hier, par leur nuage. Donc voilà ce qui se présente sur le Bitcoin. Donc c'est mon niveau hebdomadaire qui est à négocier. Vous voyez que ça correspond à l'entrée du nuage. Ici sur ce graphe, on peut voir les outputs. Ici, ça a pas mal bougé ici durant tout ce bull market, bear market également. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien que les whales de 100 à 10 000 bitcoins ont fait énormément de mouvements ici, donc beaucoup d'échanges entre les bitcoiners qui ont entre 100 et 10 000 bitcoins. Donc là on est sur... il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui se prépare ici qui ne se préparait pas là. Pourquoi les whales font beaucoup d'échanges ici? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que cette zone ici les intéresse comparé à toutes ces tiges qu'on a eues précédemment ici lors du bull run. Là donc là c'est clairement aussi ce qui se passe sur Ethereum. Les W se sont formés, on a breaké, on a cassé le point bull, donc là on peut penser bullish. Ce qui est bien sur Ether, c'est qu'il a chassé les stops, il n'y a pas de signe de faiblesse, il n'y a pas eu de réintégration pour l'instant. Donc tant qu'il n'y a pas de signe de faiblesse, Ethereum il peut aller chasser les liquidités suivantes au-dessus de tout ce bordel. Ça serait littéralement l'objectif. Ok. Premier arrêt du mouvement précédent aux environs ici des 1900 $. Par contre, si je prends le premier arrêt du mouvement entier, qui, en gros ce qui était les 37 000 sur Bitcoin je crois, là sur Ether ça serait environ du 2400 $. Donc en gros, ça lui permettrait de venir chasser littéralement tous les stops qui nous attendent ici, dorénavant. Donc on va voir ce que ça peut donner dans les jours qui viennent. En tout cas, on est sorti de la Bitcoin Season. Vous savez, c'est relativement... Les marchés sont plutôt cycliques. On voit, en fonction des flux, on voit que ça passe d'abord du dollar, puis ça va dans les tokens structurels comme le Bitcoin, les Ethers, puis ça descend vers des tokens un peu moins importants, ce qui nous donne finalement des alt season ou des Bitcoin season. On a été depuis un certain moment, depuis le début 2022, en gros, on était en Bitcoin season. Et donc là, on est potentiellement en train de revenir sur une alt season. En tout cas, le rallye qu'on a depuis quelques jours est clairement drivé par les alts et surtout les Ethers et aussi Matic en fait. Matic qui a eu, comme on l'a vu la semaine dernière, une série de bonnes nouvelles. Et donc on voit que le Bitcoin, lui, se situe en termes de performance sur les 3 derniers mois. Voyez, il performe mieux que tout cela. Et on sera en alt season lorsque tous ces tokens-là que le Bitcoin sera sorti du classement des 50 premiers. En gros, c'est ça l'idée. Et donc pour le moment, c'est pas encore le cas, mais ça pourrait arriver assez rapidement. Donc j'ai commencé à peu près ici aujourd'hui. Du coup, à partir d'ici, je commençais à faire mes plans. J'ai fait un plan d'entrée ici sur la ligne verte. Et comme un con, je me suis pas écouté. Je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, j'en sais rien. Je me suis pas écouté, j'ai fait l'inverse ici. J'ai pris un short ici, les gars. Bon, je suis sorti ici, heureusement. Un mauvais trade alors que j'avais tout posé. Genre vraiment, tout était comme ça, les gars, j'ai rien touché. Et donc là, aujourd'hui, là, on a touché ma target. Un tout petit peu, malheureusement, j'avais mis un autre ordre juste au-dessus. Malheureusement, on n'est pas allé chercher, donc j'avais une petite position, mais quand même plutôt bien. Ouais, voilà, on a touché une fois là. Du coup, là, j'étais en position. Et ici, j'ai lâché ma position, les gars, ici. Encore une fois, je me suis pas écouté alors que vraiment ma sortie, c'était la ligne bleue. Voilà, c'était le petit récap de ma journée. Là, ça a bien retracé. Ça a bien retracé. Et on va faire le point sur l'actualité des marchés qui sont partis bullish. Pourquoi? Parce qu'on a eu de très bonnes nouvelles. On a eu 2 bonnes nouvelles à la fin de la semaine dernière. Première bonne nouvelle, on a des membres importants de la Fed, dont notre ami Christopher, qui ont dit qu'ils trouvaient totalement ahurissant que l'on puisse envisager que la Fed augmente les taux de 1%. Donc ça a permis de rassurer les marchés. On a donc plusieurs responsables de la Fed qui se sont montrés, on va dire, peu enclins à une hausse de 1% dans les 2 semaines qui arrivent.
Tant pis pour notre ami Bullard. Donc ça a un petit peu rassuré les investisseurs, d'autant plus que ils avaient besoin d'être rassurés parce que l'économie mondiale, a priori, se dirige peut-être, beaucoup de peut-être, vers une récession, car l'économie chinoise s'est contractée de 2,6% au deuxième trimestre de cette année. Alors je vous rappelle, il faut qu'il y ait plusieurs trimestres d'affilée pour qu'on parle de récession. Là, on a déjà le premier, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors maintenant, passons sur le Forex. Donc sur le Forex, nous avons eu un dollar fortement haussier, hein, c'est logique. Alors attention, la Fed, c'est la semaine prochaine. La réunion de la Fed, c'est mardi, mercredi prochain. Donc est-ce que la Fed va monter ses taux de 75 points de base ou de 100? C'est la grosse question. Certains veulent 100, d'autres 75. Donc là aussi, on va voir comment le marché prend ça. Si ça monte de 100, le dollar devrait monter en principe, puisque c'est un attrait pour la devise. Sauf si le marché considère que c'est une mesure d'urgence et que c'est pour pallier à la catastrophe, et auquel cas ça pourrait être vendeur aussi en disant oulala, c'est la catastrophe et on vend tout. Donc il y aura, c'est qui tout double hein, actuellement. C'est pour ça que je dis bien que tout n'est que probabilité, c'est de l'analyse technique, parce que voilà, ça peut vraiment partir dans un sens comme dans l'autre. Tout dépend s'il fait chaud ou s'il fait froid, et de ce que les opérateurs vont pouvoir penser le jour J. Donc Fed la semaine prochaine. Pour le moment, le dollar est baissier hein, ce jour. Je pense qu'il pourra aller chercher Sakijun à 106,41, mais globalement il reste haussier, hein, tant qu'il reste au-dessus de Sakijun, il n'y a pas de signal vendeur et ça reste haussier. Pour le moment, je dirais qu'ici on a un schéma en 1, 2, 3, 4, et il nous manque donc du 5. Moi, de mon point de vue, il devra aller chercher les 100% à 111. L'Europe est en train de traverser une crise comme elle n'en avait pas vécu depuis 2010 avec la crise des dettes souveraines. Enfin, soyons plus précis, ici je parle tout particulièrement de la zone euro, c'est-à-dire le sous-groupe de 19 pays au sein de l'Union européenne qui utilisent une monnaie commune. Ce sont les nations en orange sur cette carte. La hausse des prix généralisés sur le vieux continent nécessite que la BCE cesse ses rachats d'actifs sur les marchés et augmente les taux d'intérêt directeurs de manière radicale pour ralentir l'économie et ainsi tenter d'endiguer progressivement l'inflation. Pour faire très simple, il faut réduire la quantité de monnaie en circulation, la liquidité, pour freiner la hausse des prix. Aujourd'hui, il y a trop d'argent qui court après trop peu de biens. Pourtant, Christine Lagarde, la présidente de la BCE et grande responsable de la politique monétaire de l'euro, n'a pas forcément l'air très pressée de mettre en place ces actions. Voilà ce qu'elle répondait à un journaliste il y a quelques semaines. How do you get it? It will come. It will come. In due course. How? In due course, it will come. Yeah? No, but do you sleep at night when you see this? Of course I have to sleep at night. And I have to worry every morning. Yeah, okay. Bon, si elle dort bien, c'est le principal, on est rassuré. Mais en attendant, la maison brûle. En fait, elle a très peu de marge de manœuvre, et ça, elle ne va pas le crier sur les toits. La BCE se retrouve dans une position extrêmement délicate entre le marteau et l'enclume. Entre les pays du Nord, avec par exemple l'Allemagne, le Luxembourg, la Hollande ou la Finlande, et les pays du Sud, comme l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou la France. On voit très bien sur ce graphique, montrant la balance des paiements intra-européens et qui est souvent utilisé pour analyser les balances commerciales des pays de la zone euro, qu'un immense fossé s'est creusé entre ces deux groupes depuis plus de 10 ans. On observe d'un côté les pays du Nord avec une balance commerciale excédentaire, c'est-à-dire qu'ils exportent plus qu'ils n'importent, donc ils s'enrichissent, ils gagnent plus que ce qu'ils ne dépensent. Et puis de l'autre, vous avez les pays du Sud avec une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire plus d'importation que d'exportation, donc ils s'appauvrissent, ils dépensent plus que ce qu'ils ne gagnent. Et lorsque vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, eh bien automatiquement vous vous endettez. C'est simplifié à l'extrême, mais on n'est pas loin de la réalité et ça nous amène à ce deuxième graphique montrant le niveau d'endettement des pays européens en fonction de leur PIB. On retrouve assez bien les deux groupes dont on vient de parler, enfin surtout les pays du Sud en rouge sur cette carte, ayant dorénavant une dette nationale supérieure à 100% de leur PIB. Et pendant ce temps, il semblerait que la corrélation entre les cryptos et les marchés américains soit en baisse. En effet, d'après les données de Bloomberg, le coefficient à 40 jours entre Bitcoin et le Nasdaq est tombé sous la barre des 0,5, un niveau qui n'avait pas été vu depuis janvier de cette année, et je précise que ce coefficient a atteint un niveau de 0,85 au mois de mai et un niveau de 0,6 à la fin du mois de juin.
Et donc ces chiffres pourraient potentiellement nous indiquer que l'on serait proche d'un point bas pour les marchés crypto. Mais attention, il faut rester conscient que Bitcoin reste très corrélé au marché US, et ces chiffres nous indiquent simplement que l'on a un possible début de décorrélation entre les marchés traditionnels et crypto. Mais si demain il devait y avoir une nouvelle baisse violente sur les marchés US, il est à peu près certain que les cryptos suivront le mouvement, étant donné que Bitcoin reste un actif très risqué selon le point de vue des investisseurs du secteur traditionnel. Je pense, comme la Première ministre, qu'il faudra à partir du 1er janvier 2023 que sur l'électricité et sur le gaz, on aide davantage ceux qui en ont besoin, mais pour qu'on puisse le faire, il faut aussi qu'il y ait des augmentations pour ceux qui peuvent se permettre ces augmentations. Voilà, tout est dit. À partir du 1er janvier 2023, le projet du gouvernement, c'est de transformer le prix de l'énergie en impôt progressif ou pas sur le revenu. Dans la suite de l'interview, Bruno Le Maire explique que le gaz aurait dû augmenter de 50%, mais que c'est l'État qui a pris en charge cette augmentation, tout comme sur l'électricité qui n'a augmenté que de 4%, alors qu'il aurait dû augmenter de 35%. Du coup, le gouvernement se targue d'avoir le taux d'inflation le plus bas de la zone euro, ce qui n'est pas faux, mais la question est à quel prix ? Nous allons donc parler aujourd'hui de l'inflation et de la protection de votre épargne, car bien sûr tout cela va avoir des conséquences sur la valeur de l'euro, votre pouvoir d'achat, mais aussi des conséquences sociales, et je ne parle pas de manifestations ou de révoltes, mais tout simplement des incitations au travail. Allez, c'est parti. Alors, le point chaud, on va parler de l'inflation. Quoi, c'est relou? Bah, c'est relou, excuse-moi, on parle que de ça. Ah non, je sais, non, j'ai une idée. Le livret A, 1er août, 2%, il monte. Ça, c'est chaud. Si on avait déjà parlé la semaine dernière, mais là, c'est sûr. Là, c'est du 2% sûr. Et me parle pas de faut enlever l'inflation. Pendant ce temps, en Centrafrique, on en apprend un petit peu plus sur le fameux Sangocoin. Et pour rappel, la Centrafrique a adopté le Bitcoin comme monnaie légale le 27 avril de cette année, et en parallèle, ils ont annoncé un programme qui vise à attirer les entreprises du secteur crypto sur leur territoire, ainsi que le futur lancement du Sangocoin qui sera la crypto-monnaie de l'État. Et dans cet article qu'a partagé Zap Crypto sur Twitter, on apprend que le Sangocoin va commencer à être mis en vente le 21 juillet à 10 centimes de dollars l'unité. À savoir que pour le moment, il y aura 210 millions de jetons qui seront initialement émis, et donc le gouvernement espère lever 21 millions de dollars grâce à cette vente, qui ne sera pas la seule, car ils ont prévu de faire 12 autres opérations de vente avec des prix qui devraient augmenter au fur et à mesure. Et à quoi servira ce token, me direz-vous ? Eh bien, il semblerait que l'objectif est de proposer des avantages aux investisseurs étrangers, en offrant par exemple la citoyenneté pour 60 000 dollars en crypto-monnaie, à condition de détenir des Sangocoins équivalents pendant 5 ans à titre de garantie, mais il propose également la e-résidence pour 6 000 dollars détenus pendant 3 ans, et finalement il propose un terrain de 250 mètres carrés pour 10 000 dollars aux investisseurs qui accepteront de conserver les Sangocoins pendant une décennie. Mais ce n'est pas tout, car il prévoit également que le Sangocoin sera un catalyseur pour la tokenisation des ressources naturelles du pays. Bref, le gouvernement centrafricain veut faire de son pays une vraie cryptonation où l'économie reposera sur la blockchain, et il va être très intéressant de suivre l'évolution du projet, et pour la population centrafricaine, il n'y a plus qu'à espérer que le projet ne soit pas un fiasco. Bon bah écoute, je pense que le pire dans toute cette liste, le Tether qui se casse la gueule, je pense que... Ah, Satoshi aussi, hein. Je pense que si les wallets endormis de... 1 million de bitcoin, j'avoue que ça fait beaucoup. Ah ouais, frère. Là, on est tous dans le mal. Bitcoin prendrait... te dire, ça peut être la fin du Bitcoin. Hein. T'imagines le plus gros scam de l'humanité, un groupe qui crée le Bitcoin en 2009, qui en amasse 1 million sur un portefeuille qui le laisse dormir presque 11-12 ans, et qui au bout de 12 ans se réveillent et se disent « Allez, ça y est, on prend nos profits, on se barre les gars ». Le truc le plus machiavélique, ça serait effectivement pas d'attendre 12 ans comme ils ont fait là, imaginons, pour que le prix monte, mais attendre 30 ans qu'il y ait une adoption 100% des gens. Et là, tu sors ton million et là, t'es le roi du monde, gros. Ouais, t'attends que le monde se soit adapté au Bitcoin et que tout soit autour des crypto-monnaies. Là, t'arrives, les gars, hop là. Là, tu règles tout le monde. Hein. 19 septembre, voilà, c'est ici. Devrait être le 19 septembre, passer du proof of stake. Aucun problème avec ça. Jouez-le, ne le jouez pas, mais partez du principe qu'il devrait y avoir, entre guillemets, un effet by the rumor save the news aux alentours du 19 septembre, si c'est validé et si tout se passe bien. On aura potentiellement des petites indications sur comment ça se passe au niveau du testnet, etc. Si ça se passe bien, potentiellement on le validera pour le 19 août ou fin septembre, 19 septembre ou fin septembre, et si ça se passe pas bien, on repoussera, et puis potentiellement il y aura des retracements et des respirations de marché, mais sans pour autant remettre en cause les prix à l'eau et revoir un Ethereum à 800 $ ou à 700 $. Pas forcément, d'accord. Ce serait éventuellement une réintégration dans le bas de range, et on continue entre guillemets
à suivre notre analyse et à suivre entre guillemets nos setups de trading si vous êtes bien évidemment trader. Il y a quand même presque 32 000 abonnés sur Twitter, il y a déjà une communauté, et comme il est dit ici, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une plateforme de crowdfunding complètement décentralisée. Crowdfunding, pour ceux qui sont moins friendly avec l'anglais, en fait c'est des cagnottes, comme par exemple sur le pot commun que vous connaissez peut-être, ou les cagnottes Lydia, ou encore les cagnottes Litchi. Mais là, toutes ces plateformes, elles sont centralisées, à la différence de Vital, ce qui fait que sur ces plateformes centralisées, il y a plus de frais, et notamment au moment de retirer la cagnotte, l'argent, il y a des frais bancaires, il y a des délais bancaires, minimum de 72 heures, parfois plus, ça peut durer beaucoup plus longtemps dans des cas extrêmes. Alors qu'avec Vital, le retrait, il est immédiat, c'est automatisé et c'est décentralisé, ça c'est un point important. Je vais prendre en exemple, par exemple une cagnotte Litchi qui avait été faite pour l'ex-boxeur Gilet Jaune. Vous vous souvenez sûrement de cette affaire. Que vous soyez pour, que vous soyez contre, qu'importe votre avis, le sujet c'est pas le pourquoi du comment, mais plutôt le fonctionnement. Et là en l'occurrence avec une plateforme comme Litchi qui est centralisée, la justice elle a le pouvoir d'annuler la cagnotte, l'État peut intervenir directement et faire un petit peu ce qu'il veut. C'était aussi le cas avec les truckers au Canada, c'était en début d'année 2022, c'était sur la plateforme centralisée de crowdfunding GoFundMe, en soutien aux camionneurs qui avaient, je crois, encerclé le Parlement à Toronto, et les gens qui souhaitaient soutenir ce mouvement, cette protestation, cette manifestation, ont fait une cagnotte et ils ont récolté beaucoup d'argent. Là il s'agit de 5 millions de dollars, je suis pas sûr du montant, mais c'était quand même un montant énorme et ça a été bloqué par l'État qui est intervenu. Alors on peut peut-être considérer que la France et le Canada c'est des démocraties, ou pas, que l'État était dans son bon droit, ou pas, mais si on part en tout cas du principe que ça peut arriver dans un système oppressif, où la population n'a pas de liberté, n'a pas de droit, n'a que très peu de moyens de protester face à un pouvoir corrompu et arbitraire, dans ces cas-là c'est quand même mieux que ce soit des plateformes décentralisées, comme Vital, qui organise des cagnottes, ou en tout cas c'est pas Vital directement qui organise les cagnottes, c'est décentralisé, c'est les gens eux-mêmes, c'est la communauté. Et j'ai posé des petites questions à la team du projet Vital, et en fait dans un cas comme celui-là, s'il y avait une cagnotte de ce type-là, l'État pourrait dire à Vital vous bloquez la cagnotte, vous arrêtez tout, Vital serait obligé d'enlever la cagnotte, de ne plus donner accès à la cagnotte sur sa plateforme, cependant la cagnotte existerait toujours sur la blockchain, c'est décentralisé, ce qui fait que des développeurs pourraient de leur propre initiative créer une petite interface assez facilement, assez rapidement pour de nouveau interagir avec la cagnotte et continuer de l'alimenter. Donc l'État finalement n'aurait pas le pouvoir qu'il peut avoir avec une plateforme de crowdfunding qui est centralisée comme les Litchi, comme les pots communs et compagnie. Et ça c'est un aspect qui m'intéresse pas mal justement avec la blockchain et la décentralisation. C'est Binance qui se prend une amende exceptionnelle de 3,25 millions de dollars, tout simplement parce que l'exchange a offert un certain nombre de services donc dans l'univers des crypto-monnaies sans jamais s'enregistrer à la Banque centrale des Pays-Bas. Et ça, c'est formellement interdit. Et l'histoire en réalité n'est pas si nouvelle parce que en juin 2021, en fait, Binance avait déjà pris une amende de 2 millions de dollars, mais Binance avait tout simplement refusé de payer, mais par contre avait continué à vendre ses services aux Néerlandais. Et donc ça, évidemment, ça n'a pas plu du tout à la Banque centrale, et comme ils ont continué à vendre leurs services et qu'ils avaient refusé de payer cette amende, l'amende est montée à 3,25 millions de dollars. Alors, petite chance pour Binance, mais on peut dire petite. Apparemment, Binance serait en train de faire sa demande officielle pour pouvoir être validée par la Banque centrale. Donc, il y aura potentiellement un abaissement de 5% sur l'amende totale. Mais bon, ça reste quand même une somme importante à payer. Mais ce qu'on peut voir derrière, le risque, c'est surtout que Binance a eu cette politique un peu partout pour continuer à grossir et que d'autres pays vont probablement suivre la même chose. Donc, il va falloir voir, même si Binance essaye en effet d'être accepté par l'ensemble des régulateurs, partout où il a continué à agir malgré les avertissements, potentiellement, il y a des amendes à la clé qui vont arriver. Cependant, on voit que Binance a quand même changé sa politique, car ils essayent maintenant de se mettre en règle par rapport aux régulateurs, mais malheureusement, le passif dans certains pays leur vaudra un certain nombre d'amendes. Est-ce que ça va tuer l'exchange? Il y a quand même peu de chance, ils sont quand même très riches, il faut être honnête, mais en tout cas, ce sont des amendes qui piquent un petit peu malgré tout. Ensuite, ah oui, alors ça, Ron Bielecki, qui c'est? En fait, c'est un youtubeur à plus de 500K, là j'ai mis sa chaîne juste ici, et en gros, il a sorti des espèces de NFT un peu en mode VIP, en mode achetez ce NFT là et vous aurez des accès privilégiés pour plein de trucs,
événements, des machins et tout ça. Et en fait, finalement, c'était un peu un scam. Et il a dit, en fait, non, c'est pas vraiment ça. Mais du coup, je vous offre quand même des places à gagner pour tel concert ou tel truc. Enfin bref, un truc trop pourri. Et du coup, bah, il s'est fait plein de sous, en fait, sur le dos de sa commu grâce à ça. Et tout ça pour vous dire que même quand votre influenceur préféré fait une collection de NFT, ne l'achetez pas, ou en tout cas, renseignez-vous bien. Assurez-vous de mettre l'argent que vous pouvez perdre. Enfin voilà, blindez le truc. Parce que, bah, en fait, il y a des escrocs partout. Et apparemment, lui, il a accusé son équipe. Voilà, il a dit que c'était pas sa faute. Mais du coup, voilà, faites vraiment attention à vous. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.